J'ai intitulé ma communication de cette manière parce que ce que je me propose de faire avec ma formule de cercle de lecture, c'est justement ça, de faire jouer à la socialisation des élèves à la fois un rôle central dans l'expérience positive de la littérature, mais aussi un mécanisme puissant d'incitation à la lecture. Parce que nos œuvres soient lues, c'est l'ingrédient essentiel de la réussite de nos cours, mais c'est aussi un défi de tous les instants. On sait qu'en cours de session, au moment de jongler avec multiples cours, multiples échéances, nos œuvres qui demandent du temps, qui demandent de l'attention, alors même que c'est ce dont les élèves manquent, ça fait en sorte que nos œuvres et conséquemment nos cours vont finir par en pâtir. Alors, pour y revenir, la formule de cercle de lecture qui est au centre de ma pratique, je la décrirais comme une matrice, c'est-à-dire que c'est vraiment une structure englobante qui est transférable d'un cours à un autre, qui peut très bien fonctionner dans tous les cours de la formation générale. Moi-même, je l'ai exploité là, depuis l'été 2019 en renforcement en 101, en 102, en 103, dans des cours de lettres. Donc, je l'ai vraiment transféré d'un cours à l'autre. Les principaux objectifs de cette formule de cercle de lecture, j'en vois environ 6. Le premier, ça va être de favoriser une expérience agréable de la lecture, bien sûr, qui est très commun à toute la communauté du LIREL. Le deuxième, ça serait d'accompagner la lecture parce que la lecture dans ma formule, elle est fragmentée, elle est vue comme un processus et pas tant comme un résultat. Le troisième objectif, ça serait de stimuler les mécanismes d'autorégulation des élèves parce que tout est mis en place, vous verrez de quelle manière au fil de la présentation, pour que la lecture soit faite. Le quatrième objectif, ce serait de placer les œuvres au centre du cours de littérature. Ça va de soi pour nous, les Lirellois et Lirelloises. Le quatrième objectif serait d'organiser et de favoriser une socialisation autour de la lecture. Je vais beaucoup y revenir parce que dans cette formule, tous les élèves vont faire partie d'une communauté de lecteurs et de lectrices au sein de la classe. Et le dernier objectif, et non le moindre, ça va être d'intégrer les savoir-être dans l'évaluation. J'ajouterais que les savoir-être qui sont très présents dans nos plans cadres, qui sont à la base de la notion même de ce qu'est une compétence. Euh, J'ajouterais, et c'est là le plus important, les savoir-être, ils sont au cœur de notre salle de classe, ils sont super importants pour l'ambiance, pour le dialogue qui a cours dans notre salle de classe. Bien, il y a une certaine disproportion entre leur importance et la place qu'on leur fait dans l'évaluation. Alors, c'est un problème, si on veut, auquel je m'attaque avec ma formule, c'est de réintégrer le savoir-être dans la grille d'évaluation, de lui donner une place pour, d'une certaine manière, conditionner des comportements qui sont propres au travail d'équipe, à la communication, au dialogue qu'on veut tous intégrer dans nos salles de classe. Alors, ce sont les éléments sur lesquels je vais revenir au fil de ma présentation. Présentation au fil de laquelle je vais présenter des choses très concrètes, du matériel pédagogique, des exemples de remise d'élèves, des exemples de grilles d'évaluation, etc. Et je vais m'appuyer plus spécifiquement sur Bonheur d'occasion. Donc, ceux et celles qui me connaissent savent que c'est mon œuvre fétiche. En témoigne ma chatte Florentine Lacasse. Et c'est aussi l'œuvre que j'ai enseignée le plus de fois. À l'échelle de ma jeune carrière, ça veut dire que je l'ai enseignée 4 fois, toujours par le biais de cercles de lecture. Et c'est une œuvre qui, par sa longueur certaine et par sa complexité relative, c'est le genre d'œuvre qui peut parfois rebuter certains collègues. Donc, parfois, on hésite à mettre ces œuvres-là au corpus parce qu'on se dit, liront-elles réellement ces œuvres? Alors, elles se prêtent parfaitement, elles bénéficient tout particulièrement des avantages qui me semblent émaner de la formule de cercle de lecture que je vais vous présenter.
Alors, ma présentation, elle va être en 4 temps. Je vais vous expliquer comment j'en viens à former les équipes. Je vais vous présenter comment se déroule un cercle de lecture, comment est-ce que j'en viens à évaluer les cercles de lecture et finalement, qu'en pense-t-il, qu'en pense-t-elle? Alors, quelle est l'opinion des élèves que j'ai recueillis au fil des sessions sur cette pratique? Alors, j'enchaîne tout de suite avec justement cette formation des équipes qui est véritablement une composante fondamentale des cercles de lecture. L'équipe, je la crée, elle est créée par l'enseignant, l'enseignante avec soin, vous verrez de quelle manière. L'équipe demeure stable au fil de la session. Alors, ça envoie d'une certaine manière le message, peu importe avec qui tu es placé en équipe, tu devras apprendre à travailler avec cette personne, avec ces personnes. Et par ailleurs, j'ai jamais eu en cours de session à défaire une équipe qui était, disons, dysfonctionnelle. Ça n'arrive pas. L'image que j'ai placée ici, elle n'est pas anodine non plus, celle d'une équipe sportive. Je vais souvent convoquer cette comparaison à l'équipe sportive au moment de présenter les cercles de lecture à mes élèves parce que, comme dans une équipe sportive, l'équipe de cercle de lecture, elle vise à stimuler de l'émulation, un sentiment d'appartenance parce que tout le monde a un ancrage dans la classe. Pour moi, c'est très important. Tout le monde appartient à une communauté au sein de la classe. Et la dernière chose qui me semble similaire entre ces deux types d'équipes, c'est que l'équipe de cercle de lecture va générer une forme de pression par les pairs qui est, somme toute, que je trouve assez saine, qui va stimuler, encore une fois, les mécanismes d'autorégulation de ses différents membres. Parce qu'un élève qui arrive sans avoir fait sa lecture, il ne le fait pas anonymement dans le coin au fond de la classe, il doit l'assumer. Il doit l'assumer auprès des membres de son équipe, devant parfois le regard jugeant d'autrui. C'est ce que je souhaite parfois. Et donc, c'est le pari que je fais, c'est que la pression par les pairs, dans ce cas-là, ça va être le suprême incitatif à la lecture. Alors, les équipes sont stables, je les forme au fil de la session. Je vous montre, je les forme à quel moment. Là, je sais que c'est très petit, mais ce n'est pas très important. Je vous montre la première moitié de mon calendrier en 101 pour que vous voyez à quel moment ça survient. Donc, je présente les consignes pour les cercles de lecture au cours 4 et le premier cercle de lecture lui-même survient environ à la fin de la 3e semaine. Ça peut varier d'un cours à l'autre. À ce stade-ci de la session, bien sûr, je ne connais pas parfaitement tous mes élèves, mais comme prof, on a déjà commencé à remarquer un certain nombre de choses. On a remarqué qui se distinguait par une prise de parole tout à fait brillante. On a commencé à remarquer qui était au contraire un peu désengagé, commençait à arriver en retard, voire à s'absenter. On a remarqué qui était au fond de la classe un peu isolé, pas tout à fait en contact avec les autres élèves. Donc, ce sont toute une série de paramètres, d'informations que je cumule dans les premiers cours, dans les premières semaines de la session et qui éventuellement vont m'aider à former ces équipes. Mais ce n'est pas suffisant. C'est pourquoi je me suis dotée d'un outil, et c'est là que je reprends la métaphore de jouer les entremetteurs, parce que au fil de la session, jamais je me sens plus entremetteuse que lorsque je distribue mon Tinder académique, dont je me sers pour former les équipes. Alors, dans cet outil, qui est au final un très bref questionnaire qui se remplit en 1 minute 30 au maximum, j'ai isolé un certain nombre de paramètres qui me semblent particulièrement importants au moment de répartir les élèves dans différentes équipes que je vais vouloir équilibrées, fonctionnelles, fructueuses au fil de la session. Alors, je vais notamment leur poser des questions qui vont un peu me permettre de voir qui est plus introverti, extraverti. Donc, je leur demande, est-ce qu'ils fonctionnent bien en équipe? Est-ce qu'ils sont très à l'aise en contexte de travail d'équipe? Ou au contraire, est-ce que tu vis de la gêne, de l'anxiété, de la timidité quand tu es en contexte de travail d'équipe? Je cerne les forces, les faiblesses en termes de compréhension de texte. Je m'intéresse aussi à la motivation scolaire. Et bien sûr, vous me voyez venir, là, je vais essayer de répartir là, à la lumière de ces paramètres-là des étudiants et des étudiantes dans des équipes où les forces et les faiblesses vont se contrebalancer.
je vais essayer de faire dans la mesure du possible, dans la mesure de ce que j'ai été à même d'observer dans les premières semaines de la session, mais je vais essayer de faire des jumelages bienveillants. On est tous on remarque assez tôt dans la session que certains élèves vont avoir besoin de soutien un peu plus particulier et en contrepartie, on peut remarquer aussi que certains élèves semblent avoir une prédisposition pour la relation d'aide. Donc, quand je suis capable d'identifier ces traits de personnalité ou ces difficultés ou ces forces chez des étudiants, des étudiantes, je vais en faire des jumelages que je décrirais comme bienveillants. Et l'invitation à la bienveillance, donc mot galvaudé s'il en est, mot très populaire, me semble par ailleurs très important, ce concept-là, dans ma pratique de cercle de lecture, parce que dans ma manière de les présenter, ces cercles de lecture, à mes groupes, j'essaie de faire valoir que tout ce qui contribue à tirer l'équipe vers le haut va être bénéfique pour tous les membres d'une équipe. Que si un membre est laissé à l'écart, qu'il a de la difficulté à s'intégrer dans l'équipe, ben, ce n'est pas un problème qui ne concerne que lui ou elle, ce n'est pas un problème individuel, au contraire, c'est un problème collectif, donc qui affecte l'entièreté de l'équipe et qui peut avoir des répercussions sur la note qui va être donnée à l'élève à la fin de la session. Donc, j'essaie de faire en sorte que tout le monde fasse l'effort supplémentaire pour que tous les élèves soient intégrés dans le groupe. Et évidemment, l'évaluation qui en tient compte va contribuer à conditionner les comportements que je recherche. À même les équipes de cercle de lecture, je remarque beaucoup d'effets positifs au fait qu'il y ait que cette équipe soit stable au fil de la session, notamment chez des élèves plus timides, plus à l'écart en général dans la classe. Je remarque que ça leur donne un contexte sécuritaire où ils et elles en viennent à gagner en aisance au fil de la session. Donc, c'est une chose que je remarque que des fois, le premier cercle de lecture est un petit peu malaisant, malhabile, mais qu'au deuxième, au troisième, au quatrième, parce qu'il y en a 6 à 8, je dirais, dans une session donnée, je vois des élèves qui s'épanouissent dans leur équipe. C'est beau à voir. Et je dirais que par-delà les équipes de cercle de lecture elles-mêmes, je constate que ça a des effets positifs sur l'ensemble de l'ambiance qu'il y a dans la classe. Donc, quand je remarque que très tôt dans la session, quand j'entre dans mon local de classe, c'est pas l'espèce de silence assourdissant, un peu malaisant qu'on a en début de session. Très rapidement dans la session, c'est animé parce qu'il y a des liens qui se sont créés. Puis il n'y a rien pour moi de plus satisfaisant que de voir que 2 élèves qui font partie de la même équipe de cercle de lecture commencent à s'asseoir à côté, vont faire un formatif ensemble. Et à un moment même où je suis tombée sur un article de Radio-Canada avant-hier, je crois, où on identifie la solitude, l'isolement comme le nouveau mal du siècle. Là, dans l'article de Radio-Canada que j'ai lu, on parlait du fait que ça touchait un aîné sur 3, mais un jeune sur 4 quand même. Et donc, le fait de forcer ces relations-là, ça a vraiment un impact qui me semble tout à fait intéressant, important et qui, après, va paver la voie pour l'expérience de la littérature agréable sur laquelle je reviens très bientôt. Alors, deuxième partie de ma présentation, comment est-ce que ça se déroule, un cercle de lecture concrètement? Alors, une fois que les équipes sont formées, ça sera en plusieurs temps. Avant chacun des cercles de lecture, il y aura une tâche préparatoire à mener. Ça comptera, j'y viendrai plus tard, mais ça comptera pour 50% de la note pour les cercles de lecture. Donc, il y a une tâche préparatoire à me remettre. La tâche préparatoire, elle est en 3 temps. Alors, il y a toujours 2 questions qui sont au choix. Là, encore une fois, c'est très petit. Pour mon 3e cercle de lecture sur bonheur d'occasion, les élèves avaient le choix entre ces 2 questions. Quel jugement portes-tu sur Florentine pour son comportement à l'endroit d'Emmanuel?
Et l'autre question possible était l'évolution de quel personnage était la plus intéressante selon toi et pourquoi. Donc, je m'amuse avec des questions un peu de type carnet de lecture, là, qui vont vraiment mettre à profit la subjectivité de l'élève, mais tout en exigeant que la lecture ait été bien faite, faite et bien faite pour qu'on puisse répondre adéquatement à ces questions-là. Alors là, j'ai donné l'exemple d'une étudiante qui avait choisi la deuxième question et qui me parle du fait que Rosanna, en ce qui concerne sa relation avec ses enfants, elle a beaucoup évolué au fil de Bonheur d'occasion. Donc, tout le monde est un peu à l'écart, chacun de son côté au début, puis elle prend conscience de ça au fil du roman. Alors, c'est ce que l'étudiante a répondu. Le deuxième volet de la tâche préparatoire, c'est de donner une note sur 10. Et là, je vais avoir une opinion peut-être impopulaire dans cette salle de gens de lettres, mais moi, j'aime bien les chiffres, j'aime bien les données, les statistiques, et cette note sur 10 que les élèves me fournissent, je vais l'exploiter sous toutes ses formes. Vous verrez de quelle manière, et donc, je m'amuse avec ça. Je trouve ça bien d'avoir quelque chose qui est mesurable, qui est chiffré en lien avec la littérature. Alors, je demande qu'on donne une note sur 10. Je demande qu'on me justifie évidemment la note. Ça participe à prouver qu'on a bien lu selon les informations qu'on est capable de convoquer. Et la dernière section, et non la moindre, c'est une section qui est facultative où les élèves peuvent me signaler des éléments qui ont été plus ou moins bien compris. Alors moi, ça va m'aider au moment du retour en grand groupe, quand on va être en classe, si je vois qu'il y a un personnage, une scène en particulier qui revient souvent dans les tâches préparatoires, mais ça me donne des informations sur qu'est-ce qui pourrait être, qu'est-ce que je pourrais, de manière très pertinente, réexpliquer ou clarifier au moment du retour en grand groupe. Les tâches préparatoires, elles sont à remettre avant chaque cercle de lecture, ce qui fait en sorte qu'il y a beaucoup de remises. Là, pour 6, 7, 8 cercles de lecture par session, ça veut dire que 120 élèves vont remettre 6, 7, 8 tâches préparatoires. Ce pourquoi vous allez voir que ma manière de les évaluer est assez, une appréciation globale qui est assez simple à faire. Mais je dois le dire très sincèrement, j'ai beaucoup de plaisir à lire ces tâches préparatoires-là. Je les attends, là, surtout en début de session, avec impatience parce que c'est vraiment c'est un lieu où je peux bien connaître mes élèves, où on a vraiment où ils se laissent aller dans leur personnalité, où j'ai vraiment l'impression de découvrir des choses là, sur eux et sur elles. Alors voilà, il y a cette remise qui est à faire au préalable avant chaque cercle de lecture. Après, quand on arrive en classe, ça va se décliner en 4 parties, un cercle de lecture. La première partie, ça va être un volet réception. Donc, je vais faire un petit topo. Ça va être 5 minutes au début des cercles de lecture pour montrer qu'est-ce que le groupe 52 en a pensé de la troisième partie de Bonheur d'occasion. Alors, la première chose que je fais, c'est de montrer la note sur 10 qui a été octroyée. Donc là, le groupe 52 a octroyé la note de 6,5 sur 10 avec des notes qui vont de 4 à 9. C'est avéré, c'était ce qui s'était passé cette session. Donc, je donne cette note. Je vais lire des critiques qui émanent des tâches préparatoires, mais donc de différents élèves de la classe. J'essaie d'en citer le plus possible au fil de la session, de manière anonyme toujours. Je m'amuse à mettre des critiques toujours très négatives comme très positives. Là. Donc, d'un côté, ça me permet de valider que c'est tout à fait possible de ne pas les aimer, les œuvres que je mets au programme, tant et aussi longtemps qu'on se donne la peine de bien expliquer pourquoi. Mais je mets aussi toujours des notes plus positives. Là, ça contribue, selon moi, disons, à l'émulation que je recherche. C'est-à-dire que ça peut peut-être prouver aux plus sceptiques que si on n'y va pas trop de reculons, on peut en avoir un certain plaisir quand on se lance dans des œuvres littéraires. Ensuite, toujours dans le volet réception, donc je vais faire un historique des notes. Donc, on voit que je m'amuse à comparer les groupes les uns entre les autres, donc voir qui est plus sévère, qui est plus généreux. Des fois, je peux aussi mesurer l'effet cercle de lecture. Donc, dans mon cercle de lecture sur les fous de bassin en fin de session, j'ai un groupe qui est passé de
de 5,1 sur 10 au premier à 7,5, ce qui est quand même une évolution assez significative et ça prouve que le travail qu'on a fait dans le premier de 2 cercles de lecture, ben, il a porté fruit, on a compris des choses et puis quand on a replongé dans la lecture, ben, ça a été fructueux au final. Et comme je vous le dis, je m'amuse avec ces chiffres-là de toutes sortes de manières. En fin de session, je fais toujours un petit palmarès des plus sévères et des plus généreux. Donc, on s'amuse là, souvent quand je montre la personne qui a été la plus sévère là, au fil de la session. C'est un bel éclat de rire en classe. Donc, il y a quelque chose de très ludique à ça. Puis, les élèves arrivent avec une certaine anticipation aussi. Des fois, je les entends discuter de toi, tu as mis quelle note, puis qu'est-ce que tu penses que ça va être la note globale qui est accordée à l'œuvre. Donc, c'est un petit 5 minutes, mais qui fait bien partir un cercle de lecture. Pour les 2 parties suivantes, le cercle de lecture va ressembler à ce que tout un chacun a déjà appelé un atelier. Donc, ce n'est pas révolutionnaire en ce sens-là. Il va y avoir donc un 40 à 50 minutes en petites équipes, toujours la même équipe que j'ai soigneusement formée. Un autre 40 à 50 minutes en grand groupe où je vais interpeller des porte-paroles d'une équipe, d'une autre pour voir ce que l'équipe a répondu. Et puis, on bonifie tous notre document au fil de la séance. Donc, la partie en petites équipes, quand on la commence, donc là, c'est ce à quoi le document que je distribue à chaque cercle de lecture ressemble. Il y a toujours un volet tour de table en petites équipes, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as répondu, toi, dans ta tâche préparatoire. Donc, je veux qu'ils brisent la glace, qu'ils fassent le tour de comment ils ont vécu leur expérience. Donc, ils prennent quand même le temps d'y aller un peu de leur lecture subjective. La deuxième partie, c'est des questions sur la lecture. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas été comprises et je les encourage à se poser des questions les uns les autres. Donc, je fais valoir que tout le monde renforce sa compréhension en expliquant quelque chose à un coéquipier, à une coéquipière. Et ça fait aussi en sorte que ça dédramatise le fait de ne pas comprendre des choses, puis ça nous permet aussi comme prof d'enseigner des œuvres qui sont peut-être plus ardues parce que le message qui est envoyé, c'est qu'on peut lire et ne pas comprendre des choses et qu'on va quand même pouvoir arriver en classe et faire quelque chose d'intéressant avec ça. Après, le plus clair du cours, c'est de répondre c'est toujours 5 questions de réflexion, d'analyse basées sur des extraits, des personnages, etc. Dans le moment fort de ce cercle de lecture numéro 3 sur Bonheur d'occasion, c'est la question 4. C'est pour ça que c'est lui que j'ai choisi. Quand je leur demande selon vous, est-ce que la décision d'Azarius de s'enrôler est lâche ou courageuse? Je vous le jure, ça fonctionne du feu de Dieu. Il y a toujours une dizaine de mains levées, de gens prêts à intervenir. Et quand même, je trouve que j'ai réussi quelque chose là parce que ça demeure un roman réaliste de 450 pages avec moult descriptions. Alors, de voir la passion que ça peut susciter quand cette lecture-là est bien faite, c'est franchement très satisfaisant et gratifiant pour moi. Alors, c'est comme ça que ça se passe. Petites équipes, retour en grand groupe. J'invite tout le monde à bonifier son document parce que ce document-là va devenir les notes de cours finalement. C'est des documents auxquels je donne droit personnellement pour les analyses littéraires, pour les dissertations. Alors, l'élève a tout intérêt en fait à ajouter des éléments de réponse au fur et à mesure que les autres équipes en ajoutent, au fur et à mesure que moi j'en ajoute, parce que bien sûr que j'ai de la matière à passer. J'arrive avec des éléments en tête, je rebondis sur ce qui a été dit, mais j'ajoute des compléments d'information pour ma part aussi au moment du retour en grand groupe. En ce qui concerne la fin du cercle de lecture, là, donc, ce qui va finaliser le cercle de lecture, c'est l'évaluation des membres de l'équipe. Donc, les membres de l'équipe, à la fin de chaque cercle de lecture, vont devoir s'évaluer les uns les autres à la lumière de ces critères que j'ai identifiés, qui sont sur leur document. Est-ce qu'ils sont arrivés bien préparés? Est-ce qu'ils ont bien participé au fil du cercle de lecture? Est-ce qu'ils ont été à l'écoute, respectueux, enthousiastes? Donc, l'attitude, la capacité à dialoguer, l'assiduité, ils n'étaient pas sur leur téléphone, etc. Ce sont les critères en vertu desquels ils et elles s'évaluent les uns les autres au fil de la session. Alors, ils ont toujours à me faire un bref commentaire, une note sur 10. Donc, ça ressemble à ça. Donc, dans le document, il y a une page par coéquipier, coéquipière. Il y a une auto-évaluation. Donc, je les invite eux-mêmes à me le signaler là,
ce cercle de lecture-ci, j'étais moins préparée, alors je me donne telle note. Donc, il s'auto-évalue et par la suite, il y a une page pour chacun des membres de l'équipe. Et donc, à chaque cercle de lecture, on descend dans le document. Au fil de la session, ce document que je vais toujours récupérer à la fin de chaque cercle de lecture, il ne part pas avec. Moi, comme prof, ça va vraiment me permettre de savoir comment ça se passe dans les équipes. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que j'ai à faire des interventions si jamais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, même si je me promène au fil du cercle de lecture pendant la partie en petites équipes, ben, ça me permet de voir ce qu'ils et elles ont à dire sur les uns les autres. Et je pense aussi que le fait de se savoir évaluer par les autres membres de l'équipe, ben, ça contribue encore une fois au bon déroulement du cercle de lecture parce que tout le monde arrive, en anglais, je dirais, on their best behavior. Donc, tout le monde arrive avec la meilleure version de soi-même parce qu'encore une fois, on sait qu'on sera évalué par les autres membres de son équipe à la fin du cercle de lecture. Alors, il y a donc la formation des équipes, la tâche préparatoire, comment ça se passe en classe. Maintenant, avec toutes ces belles données et tous ces beaux cercles de lecture, comment est-ce que j'en viens à les évaluer, ces élèves? Alors, les cercles de lecture dans mon plan de cours, ils valent généralement pour 15 de la session. Je ne dépose pas de notes au fil de la session sur l'IA. Donc, c'est vraiment un bloc de 15 qui est donné à la fin. L'évaluation se divise en deux parties. Donc, il y a un 50 pour les tâches préparatoires. Alors, pour les tâches préparatoires, je vais évaluer la justesse des informations narratives, l'élaboration, la qualité de la langue. Puis, encore une fois, j'en fais une évaluation qui est une appréciation générale assez globale et simple à faire. Donc, c'est ce que vous voyez en arrière-plan, c'est ce à quoi ma liste d'étudiantes ressemble à la fin de la session. Donc, je surligne quand la tâche est remise. À côté, je mets une cote plus ou moins, plus, selon que mes critères ont été bien atteints. Et à la fin de la session, je pondère le tout pour donner une note sur 10 globale pour l'ensemble des tâches préparatoires. La petite note de bas de page là, que j'ai ajoutée, c'est que, évidemment, si on me remet seulement 2 tâches préparatoires sur 8 au fil de la session, bien là, je précise qu'on n'atteindra pas le 10 sur 10. Là. Donc, on va bloquer à telle colonne de la grille d'évaluation si jamais il manque trop de tâches préparatoires. Donc, 50 de la note pour ce volet, les tâches préparatoires. Et l'autre 50 ben, c'est la qualité du travail d'équipe. Donc, tous les critères que je vous ai mentionnés, là, précédemment, la préparation, l'assiduité, la participation, l'attitude en général, c'est ça que je vais évaluer dans cette section de la grille d'évaluation. Évidemment, je me retrouve avec des documents à la fin de la session où il y a énormément de données, où il y a énormément de notes au fil de la session. Ce que je vais considérer pour me simplifier la tâche et pour ne pas avoir à pondérer tout ça, c'est le dernier commentaire de la session. Donc, quand on arrive au dernier cercle de lecture, je vais vraiment prendre le temps avec mes groupes de leur remontrer la grille d'évaluation, à quoi ça ressemble comme comportement un 7 sur 10 versus un 8,5 pour que la note finale qui tient compte de l'ensemble de la session, elle soit représentative de la prestation de l'étudiante en termes de qualité du travail d'équipe. Et évidemment que j'ai le droit de veto ultime. Là. Je leur mentionne que moi, au fil de la session, je me promène, je constate des choses, je prends des notes si je vois des manquements. Et donc, même si je vois des notes qui sont données par les autres membres de l'équipe, bien sûr que ça contribue à me donner le plus souvent un portrait qui est assez cohérent là, de ce qui s'est passé au fil de la session. Mais je peux ajouter mon grain de sel puis valider ce que moi j'en pense à ce moment-là. Alors, voilà comment j'évalue les cercles de lecture. Donc, c'est la grille d'évaluation qui est complète. J'enlève après quelques points pour des retards, des absences non motivées que je juge comme faisant partie des savoir-être. J'enlève des points pour des tâches préparatoires non remises, pour le non-respect des consignes. Et à la fin de la session, donc, je m'amuse à retranscrire des commentaires que les autres membres de l'équipe ont fait sur le coéquipier ou la coéquipière. Ça finit toujours la session de manière très sympathique parce qu'ils disent quand même des belles choses les uns sur les autres et ça me fait plaisir de le leur transmettre. Dernière section de ma présentation, donc
c'est quoi l'opinion des élèves sur cette pratique. Je vais systématiquement, à la fin de chaque session, les interroger à ce sujet-là par le biais d'un petit formulaire qu'ils peuvent remplir de manière anonyme. Là. Alors, il n'y a pas de raison de penser qu'ils filtrent leurs commentaires de quelque manière que ce soit. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble. Le commentaire négatif que je vois une fois de temps en temps, c'est qu'on aurait souhaité changer d'équipe au fil de la session. Je comprends ce commentaire-là. Je continue de penser qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients avec les équipes stables, mais je n'ai pas dit que je ne changerai pas d'idée au fil des sessions. Mais ce que je remarque le plus comme commentaire positif, il y en a deux qui me réjouissent. C'est le volet incitation à la lecture. Donc, il y en a qui me disent, grâce au cercle de lecture, j'ai été incitée à lire, je me suis relancée dans la lecture. Il y a une anticipation autour du cercle de lecture, donc c'est le gros commentaire au milieu. L'étudiant ou l'étudiante me dit que j'avais hâte d'en parler à mes coéquipiers, coéquipières. Donc, il y a cette espèce d'anticipation-là qui est en lien avec l'événement cercle de lecture, si on veut. Et ce qui revient beaucoup, et c'est pour ça que je parle beaucoup de socialisation, c'est que plusieurs me mentionnent, j'ai été content de pouvoir connecter avec d'autres élèves, de pouvoir me faire des amis, c'est un commentaire qui a été fait, de rencontrer des nouvelles personnes. Alors, ça va comme de pair avec eux. L'expérience positive de socialisation va teinter positivement l'expérience de cercle de lecture et donc de lecture parce que tout est conçu de la même manière dans la tête de l'étudiant et l'étudiante. Et je termine avec le cas de mon étudiant que j'appellerai A pour les bénéfices de son anonymat. C'est un étudiant qui m'a beaucoup marqué, un étudiant que j'ai eu à l'automne 2021 et qui qui avait un trouble du spectre de l'autisme. Dans son Tinder académique, en début de session, il m'a dit vraiment, la seule équipe qui va fonctionner pour moi, c'est d'être seul. Je ne conçois pas comment il peut en être autrement. Et c'est un étudiant qui finalement s'est beaucoup épanoui, qui a beaucoup pris d'aisance et de galon dans son équipe, qui en est même venu à faire des interventions en grands groupes, ce qu'il ne s'était jamais vu faire auparavant. Et il a tenu à m'écrire personnellement pour me dire qu'il reprendrait la même formule pour l'entièreté de ses cours de littérature. Et il remercie par ailleurs mon Tinder académique parce qu'il a été très heureux au fil de la session avec son équipe. Donc, l'impression que ça me donne, c'est que quand le travail d'équipe est encadré, quand les règles sont claires, même les élèves qui détestent le travail d'équipe, généralement, peuvent y trouver leur compte. Et c'est une leçon, moi, que j'ai tirée d'un cours marquant que j'ai eu au micro-programme ici à l'UDM en enseignement postsecondaire. J'ai eu un prof marquant qui s'appelait Serge Marcotte, qui donnait le cours de processus d'apprentissage en enseignement supérieur et il nous disait que nous, les profs, on fait beaucoup, beaucoup travailler en équipe, mais sans jamais vraiment expliquer comment on travaille en équipe, sans jamais vraiment le baliser, de sorte que on n'est pas toujours devant des échecs, mais on ne va peut-être pas nécessairement au plein potentiel de ce que le travail d'équipe peut être. Alors que notre discipline, je pense qu'on est tous d'accord, elle bénéficie beaucoup du dialogue. Alors, elle bénéficie beaucoup de cette formule. Et somme toute, moi, pour un cercle de lecture donné, quand la structure, quand la matrice est implantée, ben, j'ai 2 questions de tâches préparatoires à fournir, 5 questions d'analyse, et c'est les cours dont je ressors le plus satisfaite, qui sont les plus appréciés, qui me semblent aussi les plus efficaces. Et donc, je sors de classe avec le très cliché sentiment du devoir accompli, d'avoir créé quelque chose, une expérience qui est, somme toute, agréable autour de la littérature.